l'exploration de compléments. Donc, le contexte clinique qui doivent nous faire penser donc, à explorer le système de compléments sont les suivants. Donc, si on suspecte un déficit immunitaire affectant ce système devant donc, des infections récurrentes et répétées à Neisseria, à bactéries pathogènes ou à un germe donc, inhabituel ou habituellement inoffensif dans la population générale. Si donc nous sommes devant donc un patient qui présente des épisodes répétés d'angio-œdème sans cause établie et qui ne répondent pas au traitement classique de l'allergie qui sont les antihistaminiques et les corticostéroïdes, donc ici il faut penser à un problème affectant les systèmes de complément et devant la suspicion donc d'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Et si on est en train de faire donc le suivi des patients, on veut faire donc, le suivi des patients avec anémie aplasique. Pour ces deux dernières maladies, on a besoin donc d'un test spécifique qui est la cytométrie de flux, qui est donc un test sophistiqué. On va donc détecter, donc rechercher donc l'expression des molécules CD55 et CD59 qui sont des récepteurs donc régulateurs. On va rechercher leur expression sur donc la membrane de globule rouge. Le prélèvement donc de patients doit être fait donc dans un tube EDTA. C'est pour assurer l'acylation des ions calcium et par conséquence d'éviter l'activation de compléments in vitro. Les protéines de complément, donc, elles font partie de protéines de l'inflammation. Donc, leur interprétation donc, est gênée si nous sommes devant un patient qui présente un syndrome inflammatoire. Elles sont aussi influencées par les syndromes d'insuffisance hépatocellulaire parce que les protéines de complément majoritairement sont synthétisées par le foie. Donc, si nous sommes devant un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, toutes les protéines synthétisées par le foie vont être diminuées. Donc, parmi eux, c'est les protéines de complément. En pratique, le dosage se fait, les dosages qu'on fait, c'est le CH50 ou le complexe hémolytique 50, le C3 et le C4. Donc, pour le complément, on fait des dosages donc, fonctionnels où on explore donc l'activité de la voie. Est-ce que la voie donc, elle est active et fonctionnelle correctement? Donc, on a le premier dosage fonctionnel ou le premier test fonctionnel, c'est le CH50 ou le complexe hémolytique 50. Donc, dans ce test, donc, on utilise des globules rouges de mouton sensibilisés par des anticorps de lapin. Donc, ici, donc, on utilise des globules rouges sensibilisés par des anticorps. Logiquement, normalement, vous pensez donc aux activateurs anticorps dépendants. Donc, normalement, ce qu'on veut activer, c'est la voie classique. Ces érythrocytes sensibilisés donc, vont être mis dans différents tubes. Dans ces tubes, on va mettre le même sérum de patient, mais à des dilutions différentes. On va donc les incuber donc, à 37 degrés, qui est la température donc, corporelle habituelle. Et on va donc mesurer l'intensité de la lyse des globules rouges. Par conséquent, on va mesurer donc, la quantité d'hémoglobine relâchée par spectrométrie. Donc la dilution des sérums qui a provoqué la lyse de 50% des globules rouges va représenter donc, le titre hémolytique de complément qui est le CH50. Donc, comme on a dit, le CH50, c'est pour explorer donc, la voie classique. Le deuxième test fonctionnel, c'est le AH50. C'est donc le test fonctionnel pour explorer la voie alternative. Donc, il est basé sur le même principe de test de CH50, mais dans ce test, on va utiliser des globules rouges de lapin non sensibilisés. Le troisième test, c'est le LP50. Donc, c'est le test fonctionnel qui va nous permettre d'explorer la voie de lectine. Et dans ce test, on va utiliser le globule rouge de poule non sensibilisé.
donc les globules rouges de poule non sensibilisés, donc dans leur membrane, donc ils ont donc le mannose, donc ce qui est l'activateur idéal pour la voie de lectine. Il y a d'autres types donc d'exploration, tels que l'exploration des facteurs spécifiques. Dans ce test, donc on va utiliser donc un mélange entre un sérum déficitaire en un seul facteur qui est connu. Ça veut dire que je vais prendre un sérum déficitaire en un facteur, par exemple le C3, mais que je connais qu'il est déficitaire en C3. Ça, c'est le sérum que je veux l'utiliser en mélangeant avec le sérum de patient que je veux détecter s'il est déficitaire ou pas, en même facteur. Donc, si le CH50 est toujours basse, ça veut dire le sérum testé avec le sérum déficitaire, donc est déficitaire de même facteur. Mais si le CH50 est revenu donc normal, ça veut dire que le sérum de patient a le facteur déficitaire de premier sérum et par conséquent, s'il n'est pas déficitaire, en C3 comme l'exemple. Donc je répète pour être sûr que vous avez compris. Je prends un sérum qui est connu, déficitaire en C3, et je les mélange avec le sérum de patient, chez lequel je recherche s'il est déficitaire en C3 ou pas. C'est toujours, et je mesure les CH50. Si le CH50 est toujours basse, ça veut dire que le sérum a testé, que le sérum de patient n'a pas le C3. Mais si le CH50 revenu normal, ça veut dire le sérum de patient a le C3, il a donné le C3 au reste des autres, ça veut dire le sérum, le patient fait le C3, et par conséquence, il a comblé le manque le premier sérum, et par conséquence, on peut avoir donc une activation normale dans la voie classique. Voilà, on a parlé de ça, que la plupart des composants de compléments sont synthétisés par le foie, à l'exception de facteur D qui est synthétisé par les adépocytes et les macrophages. Il y a d'autres techniques immunochimiques. On ne va pas rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ces détails, mais ce que vous devez retenir, que donc on peut assurer donc des dosages quantitatifs pour les facteurs de complément. Donc on va doser leur taux dans le sérum. On peut faire donc un dosage quantitatif de facteurs C3 et C4 par la technique de néphélométrie. On peut assurer donc par la technique d'ELISA, on peut quantifier donc les facteurs de complexe majeur, le complexe d'attaque majeur, où on a le C5, le C6, le C7 et le C8, ainsi donc le facteur H et I, qui font partie donc de la voie alterne. Il y a aussi des techniques électrophorétiques, donc l'électrophorèse, qu'on peut utiliser donc pour le phénotypage de la protéine C4, parce que la protéine C4 a ce qu'on appelle un polymorphisme. Donc donc deux gènes, donc codés par deux gènes différents, et par conséquence تعطينا deux protéines. Les زوج راهم des protéines C4, mais عندنا le C4A et le C4B. Donc le phénotypage de la protéine C4 pour savoir le patient a le C4A ou C4B ou le C4A bark ou le C4B. Donc on peut faire donc par des techniques électrophorétiques donc le phénotypage de la protéine C4. Comme on peut faire donc le génotypage de gènes qui codent donc pour le gène le complément par exemple C2. Donc on va utiliser une technique donc génétique qui est la PCR, où la migration donc va être la migration donc de l'ADN, de la copie de l'ADN, et on va voir si le patient donc il est déficitaire, donc le gène déficitaire ou le gène donc déficitaire.